What's up tout le monde? Bienvenue au balado Triple Menace, deuxième épisode, le balado des amateurs De basket. Ben oui, de basket. Les amateurs de basket. Chaque semaine, un petit balado. On parle de la planète basket, mais là, on va commencer à tranquillement, pas vite, vous allez voir, on va vous intégrer des chroniques. Là, on saute tous sur le même sujet, mais éventuellement, peut-être que Félix va arriver avec sa chronique, Alex va arriver avec ce qu'on va appeler une chronique, j'imagine. Puis moi, la même chose. Fait que là, pour ce soir, on a un programme chargé. Mais avant de commencer, les gars, je vous pose quelques questions par rapport au classement. Ça va être super quick. Juste voir si vous connaissez bien votre NBA. Qui est quatrième dans la conférence de l'Ouest en ce moment? Un peu, j'essaie de me faire le classement en tête, là. Je vous le dis, cherchez pas. Sixers? Non, dans la conférence de l'Ouest. Ah, mais semble, c'est pas le Thunder. C'est les Les Rockets! Rockets. Les C'est les Rockets! Ah Rockets qui oui, sont c'est quatrième. vrai! En fait, pour vrai, cette conférence Ouest-là est incroyable. En troisième, on a présentement les Timberwolves. Quatrième, le Rockets. Cinquième, le Thunder. Let's go! Fait que en tout cas, si jamais l'envie vous en prend, on pourrait peut-être éventuellement partager les classements respectifs qu'on avait fait au début d'année où est-ce qu'on essayait de placer les équipes là, puis qu'on ne s'entendait pas. Ça, on l'a fait comme personnellement dans notre vie privée, mais on pourrait publier ça. Moi, je trouve que ça pourrait être vraiment drôle de voir après 10 matchs là, à quel point qu'on était dans le champ. Qui aurait pensé Timberwolves troisième, Rockets quatrième, Thunder cinquième? Pareil, Ben, le Thunder en dessous des Rockets, ça, c'est quelque chose de rare là, en ce moment, là. Ah, J'espère que les fans des Rockets vont en surprenant. profiter, là. Puis je fais un petit peu la même affaire dans l'Est. Qui est quatrième présentement dans l'Est? Les Sixers. Euh, Les Non, les Sixers, Sixers les sont Sixers sont premiers. C'est premiers. Sont premiers? Sixers, Celtics, Pacers, puis c'est les Bucks ou le Ouais. Heat. C'est les Bucks qui sont C'est quatrième. c'est les Bucks. Mais ça, c'est une surprise, c'est à l'inverse. Mais très serré dans la conférence de l'Est, par exemple, il faut leur donner là, 6-4 les Pacers, 6-4 les Bucks qui sont quatrième, 6-4 le Heat qui sont cinquième, 5-4 Hawks, 5-4 Magic, 5-5 Nets, 5-5 Knicks, 5-5 Raptors. Bref, c'est vraiment comme ultra, ultra serré. Mais moi, ce qui m'a fasciné, c'est de voir à quel point d'intégrer un gros joueur comme Damian Lillard qui a autant d'impact, ça prend du temps, puis on s'en rend compte avec les Bucks présentement. Oui, oui, absolument, là. Puis je voudrais revenir aussi sur le mauvais début de saison des Cavs, qui sont 4-6. Mhm. Ça va se replacer, j'imagine, là. J'en doute pas, mais pour l'instant, là, un mauvais début de saison qui est en continuation avec leur mauvaise fin de saison l'année dernière, là. Mais en même temps, je pense que c'est une question qui est légitime de se poser à quel point les Cavs, c'est un projet qui a un si haut ceiling que ça. Là. Fait que Ben, je c'est trouve pour ça qu'il y a comme. beaucoup de trade talk pour Jared Allen qui soit tradé, là, pour essayer de faire de la place et avoir plus de spacing. Ben, je pense aussi que c'est ce duo-là qui ne fit pas. Là. Personnellement, je pense que la source du problème est là. Comme Félix il dit, je suis convaincu que ça va se replacer, mais je pense pas que c'est une équipe qu'il faut s'imaginer voir deuxième ou troisième s'ils gardent l'effectif actuel. Ben, moi, je suis pas pantoute sur la même danse que vous autres, les gars, parce que moi, je pense que justement, c'est un projet qui peut très vite s'effondrer là, avec Donovan Mitchell, tu sais, qu'on sait pas s'il va signer. Ça peut vraiment, je pense vraiment que le bordel peut pogner là, à Ouais. Cleveland. Là. Puis ce gars-là, à la base, il voulait signer aux Knicks, là. Il voulait rien savoir Ouais. de. Ben, rien savoir. Il était pas intéressé à jouer aux Cavs, là. Donc, ça va vraiment être intéressant, là, le contrat de Donovan Mitchell, là. C'est vraiment une situation qu'on va suivre de près Puis dans Bud les. Garland, on a vu aussi ce que ça fait, là, à quel point c'est violent aussi pour l'équipe. Là. Ouais, puis Garland n'a pas un excellent début de saison non plus, là. Je pense qu'il tourne à 17-18 points de moyenne. Non, ça va être une équipe intéressante à surveiller en général, les Cavs cette année, là, puis dans les prochaines années, là. Parlant d'équipes où tout s'effondre, la première chronique qu'on avait établie, c'était de parler de l'arrivée de James Harden aux Clippers. Alex, est-ce que tu veux commencer? Ben, je vais commencer juste par dire que James Harden, depuis qu'il est aux Clippers, les Clippers sont 0-4. Sont-tu C'est. rendus 0,5 même? Je pense qu'ils sont Ben, je rendus pense. 0,5. Je me demande même s'ils ne sont pas 0,6.
Mais 0-5, ça, je suis pas mal sûr. J'ai mis 0-4 parce que, il me semble, il n'a pas joué la première game le 1er novembre parce que la trade s'est faite le 1er novembre. Sa première game, c'est contre les Knicks. Fait que c'est ça, ça fait 4 défaites. OK. J'étais convaincu qu'ils étaient rendus à 5 défaites, mais peu importe, ils n'ont pas de victoire. Là. Ouais, ben, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai même une stat pour vous prouver le tout, là. Avant James Harden, les Clippers avaient le 3e rating overall. Il y avait la 4e attaque, la 5e défense. Pour par 100 possessions, 11 points, plus 11,6. Depuis qu'ils ont Harden, ils ont le 3e pire rating, 30e en attaque, 25e en défense. Pour par 100 possessions, justement, moins 0,4. Tu sais, c'est quand même un changement de 12 là, par 100 possessions. Là. Ouais, ben, tu sais, je pense que C'est violent. Là. on se rend compte que le fit est pas idéal. Là. Je pense pas qu'on peut nécessairement tout blâmer sur Harden plus que sur le fit en général. Là. Puis aussi pour rajouter, tu sais, c'est sûr que ça prend du temps à intégrer un joueur comme Harden dans le système des Clippers, surtout avec un système où il y a beaucoup de stars. Mais on voit clairement que les 4 gars, quand je parle des 4 gars, je parle évidemment des 4 stars, là, de Westbrook jusqu'à. Ils s'emploient, ils se pilent dessus. Les 4 jouent en même temps sur le terrain, ils se pilent dessus. Ça réduit Westbrook à un playmaker qui touche pas vraiment à la balle. Mais, À Harden, ça n'a pas de sens. Mais pour le moment, c'est pas tant sur Ross que ça a un impact plus que sur Harden. Puis aussi, ouais. j'ai sorti des statistiques. Ross, il tourne à 14, mais il tournait à peu près à 14 avant. Là. Il était à 14,8, je pense. Là. Fait que tu sais, ça paraît pas tant. Harden est à 13 points de moyenne. Là. Harden 13 à points, 13 5 points de rebonds, moyenne. 4 passes. Ça marche pas. L'année dernière, avec les Clippers, Ross était à 15,8. Fait que tu sais, si on veut comparer mettons, l'année dernière versus cette année, il y a une plus grosse perte, mais ce n'est pas énorme. Paul George a perdu beaucoup de points depuis qu'Harden est arrivé. Il est passé de 23,6, à peu près la même affaire l'année dernière, à 17 points. Puis Kawhi est passé de 21,1, 23,8 l'année dernière à 18 points. Fait que c'est surtout, là, moi, je dirais, sur Paul George et sur Harden, bizarrement, que ça paraît le plus, même si, dans le fond, le clash devrait plus être Ross Harden. Là. Mais je pense qu'on en a parlé, je ne me rappelle plus si c'est dans le dernier épisode ou si c'était off-cam, mais il faut qu'un des deux tombe 6e homme. Tu sais. Ben, selon moi, c'est l'issue, là. J'en parlais. Selon moi, de préférence, j'aimerais mieux Harden de voir dans ce rôle-là, mais ils ne le mettront jamais dans ce rôle-là. Tu ne payes pas ce prix-là pour avoir un joueur de banc. Là. Mais si c'est ça que Puis, ça prend pour gagner en même temps. mais exactement, mais je pense pas que lui, quand tu t'auto-proclames un système offensif, je pense pas que ton but, c'est de jouer sur le banc. Là. Puis ce serait un drôle de clin d'œil à la même raison pourquoi il était parti du Thunder, c'est parce qu'il voulait pas jouer sur le banc. Donc, ça va être c'est une situation. Moi, je dis que tant qu'à l'avoir fait, ce trade-là, appuyez pas sur le bouton panique tout de suite. Ça prend du temps à intégrer un joueur de même Ben, dans un système comme ça. je C'est pense que difficile. je pense que tu peux aussi. Tu sais, je comprends là, le gros ego d'Harden, sauf que Harden a une particularité, c'est que quand il arrive à quelque part, là, il est coopératif. Là, c'est un bon joueur. Là, il écoute. Là, il est prêt à prendre des sacrifices pour l'équipe. C'est rare que la merde pogne directement au début avec Harden. Fait que peut-être qu'au contraire, ça serait là le temps de t'asseoir avec lui et de dire hey, tu veux être un système? Ben, j'ai l'opportunité parfaite pour toi d'être un système sur la 2e unité avec beaucoup de minutes, mais ça va être tout autour de toi. Puis à la base, c'est ça qu'il proclame justement, qui est un système. Ben, OK, tu peux l'être, mais tu ne pourras pas l'être sur le starting line-up. Là, ça ne fonctionne pas. Mais tu Mais sais, moi, je trouve que justement aussi, par rapport à ce que tu avais dit tantôt, Max, par rapport aux stats, ça prouve que justement, ils ont voulu garder le même système puis essayer d'intégrer Harden dans ce système-là, puis que justement, il va falloir que Tyronn Lue modifie ce qu'il avait prévu pour les Clippers dans son plan de match. Là. Il n'y aura pas le choix, là, parce qu'on voit justement, si Russ a la même production que tout le monde, que tu sais, Kawhi descend, Paul George descend, puis tu sais, James Harden à 12 points de moyenne, c'est pas un James Harden qui est en. Puis, un autre point, c'est que tu perds quand même Batum, Marcus ouais, Morris, Robert Covington. Bon, Robert Covington, il y avait plus de difficultés, mais les deux Trois autres, ça reste vétérans. des excellents joueurs de banc, des gens de 3&D capables d'un peu tout faire.
C'est des gars que tu veux dans ton équipe si tu veux aller loin en playoff. Puis ce qui faisait la force des Clippers, c'était leur profondeur. Là, en donnant ces 3 joueurs-là, plus KJ Martin, puis des picks, tu perds cette profondeur-là en allant chercher à la place un gars comme PJ Tucker qui a prouvé des belles choses dans des bonnes équipes, Mais mais qui en arrachait en salle aux Sixers. tu gardes quand même, man. Moi, je trouve que s'il y avait de quoi, les Clippers avaient, oui, extrêmement beaucoup de profondeur, mais c'était presque trop de profondeur. Des fois, c'était même à se demander comment qu'elle allait donner des minutes à tout le monde. Moi, je pense pas qu'ils perdent tant de profondeur que ça. Là, tu sais. Avec un des deux qui run la main, genre, qui est le point de garde de 6e homme, genre, pourquoi ça fonctionnerait pas, tu sais? Ouais, ben c'est ça. C'est pour ça que je pense que ça pourrait contrebalancer ça s'ils mettent Harden en 6e homme parce que tu as tellement perdu sur ton banc que si tu as Harden au final, ça contrebalance. Tandis que là, si tu as échangé tous ces joueurs là de banc pour renforcer ton starting five qui était déjà quand même assez bon, là, selon moi, leurs 5 majeurs. Je trouve que c'est une situation quand même bizarre. Là, pour vrai, s'ils ne jouent pas sur le banc, ça va être difficile de justifier ça puis d'intégrer un bon système. Là. Puis on l'a vu avec les années depuis que le seul bon exemple d'une super team comme ça qui a marché, là, je vous dirais que c'est Kevin Durant aux Les Warriors. Nets. Les Nets. Non, c'était les Bulls. Les Bulls avec Levine, DeRozan. Ça, c'est la super team. Zobal. Ouais, ça, c'était la super team. Mais non, pour vrai, ça va être. C'est un phénomène qu'on a vu beaucoup, beaucoup, les super teams, mais c'est pas un phénomène qui s'est prouvé payant. Pas du tout, en fait. Là, les seules fois que ça a marché, c'est quand une star rejoignait un collectif qui était déjà extrêmement Établi. liché puis établi, exactement. Ben, on va suivre ça de près, les chums, parce que honnêtement, je pense qu'on n'a pas fini de parler de James Harden. Puis c'est un joueur qui est divertissant. Puis Est-ce que, qu'on peut se pencher, excuse, je t'ai coupé ouais, là, ouais, y a pas de rapidement, trouble. sur le côté des Sixers? Parce que clairement, les Sixers, ça va bien en salle sans Harden. Là. C'est pour ça que c'est moins le fun d'en parler. Ah, c'est pour ça, hein? Ben non, mais ça, tu sais, je veux dire, les Sixers ils étaient déjà bien partis, mais Harden n'a jamais été là, tu sais. Fait que, je veux dire, au début de la saison, là, fait que, tu sais, pour moi, c'est comme si tu prends en considération que c'est une saison complète sans Harden, puis Ouais, ça va tellement bien, là. Tu sais, Maxi, il a pris en fait, il est en voie, s'il continue comme ça, d'être le MIP, là. Je pense que c'est incontestable. Puis même, en tout cas, je vais pas vous spoiler mon hot take, mais je pense il est en ligne pour plus que juste le MIP, selon moi. Il est en Ouh! ligne pour un autre honneur. Là. OK. Ouais. Ben, on saute tout de suite à ça, mon Félix. T'es-tu Parce prêt, que toi, Alex? Vas-y. hot take OK. season après 10 matchs, qu'est-ce qu'on pense qui va arriver dans le futur de cette saison? Félix, spoil. Selon moi, Tyrese Maxey va être titulaire All-Star cette année. Titulaire. Titulaire All-Star. Puis ça paraît gros. Ça paraît gros en disant ça. Mais en ce moment, il tourne à 28,7 points de moyenne, 7 passes décisives, 5 rebonds, un interception, un bloc, un turnover. Le point de garde de la meilleure équipe de l'Est. Pour vrai, là, si tu regardes les joueurs, les guards dans l'Est, pas beaucoup de joueurs en ce moment là, qui peuvent prendre sa place et qui font des assez bonnes stats pour être titulaires. Là. Donovan Mitchell, Tyrese Haliburton. Haliburton pourrait être starter avant Max. Haliburton pour être starter, mais Haliburton, il tourne de mémoire 23 points, 12 passes. Le 12 passes, c'est assez impressionnant là, pour l'instant. C'est sûr qu'il y a juste 9 games de jouer dans l'année. LaMelo Ball aussi a un très bon début de saison. Peut-être Damien Lillard si ça se replace, mais pour moi, Tyrese Maxey pour l'instant, là, il était au top de la liste là, pour être starter. Là. Je ne vois pas quelqu'un d'autre qui pourrait vraiment prendre sa place là, pour l'instant, en tout cas après 9 games. Puis je pense que c'est une tendance qui va se maintenir. Là. Et en OK. plus, l'histoire prouve que justement, si tu es dans un top seed d'une conférence, justement, tu as toujours plus de chances d'être starter. Donc, Ouais, ça peut ouais, encore ouais. plus appuyer Ouais, ton. sauf que, ouais, mais en même temps, il faut aussi faut parler de. Tu sais, je veux dire, si tu prends ça en considération, le bon des Sixers est beaucoup moins impressionnant, je trouve, que le bon des Pacers jusqu'à date. Ouais, 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 Parce c'est que un, les, un les excellent point. Pacers ne gagnent pas sans Haliburton. Puis on l'a vu l'année dernière quand il est là, puis quand il n'est pas là, la différence.
Est-ce que ça pourrait avoir de l'influence? Je sais pas. Moi, je pense que effectivement, en ce moment, ça se joue pas mal entre ces deux-là. Mais pourquoi ils seraient pas les deux, justement? Ouais, il Ouais, pourrait c'est être vrai, aussi avec ouais, les c'est deux, vrai, là. c'est Les deux vrai. peuvent jouer. Tu sais, c'est juste deux guards. C'est pas mentionné si ça doit être un Ouais, c'est shooting vrai. guard ou un Ouais. point guard, là. Mais si on en regarde la liste rapidement, là, pour vrai, pour l'instant, là, je vois pas quelqu'un d'autre qui pourrait. En tout cas, je trouverais ça irrespectueux s'il n'est pas mentionné dans les starters, s'il n'est pas dans la conversation, là, parce qu'il S'ils y a un continuent comme ça, excellent bien début de sûr. saison. Ouais, ouais, s'il continue, ben oui. Mais je vois pas comment il pourrait pas continuer comme ça. Tu sais, Ah, ben, c'est tellement complémentaire avec Embiid d'avoir un point de garde comme ça. Ouais. Il va bénéficier de ce que Embiid fait. Pour vrai, je vois pas de quelle façon il pourrait, tu sais, arrêter d'avoir une production comme ça. ouais, Imagine puis ils l'ont vraiment les deux. laissé comme un loose cannon. Qu'est-ce que ça veut dire? Alex, il disait qu'il l'avait laissé libre de faire un peu ce qu'il voulait, dans le fond. Là. Ouais, ouais, puis il a quand même planté 50 points au dernier match, là. Mhm. C'est pas tous les joueurs qui plantent 50 points après combien de saisons? 3 saisons, Tyrese Maxey? Euh, ouais, c'est sa troisième, c'est pas sa deuxième. C'est Troisième sa troisième. saison? C'est 50 points, là. Pour moi, ça m'a vraiment mis un étoile dans l'œil. Puis c'est un joueur que je vais définitivement surveiller dans l'année, là. C'est un joueur qui m'a vraiment impressionné, là. Et les Sixers, en général, c'est une équipe que j'ai toujours aimée. Donc, j'ai bien hâte de voir pour Tyrese Maxey. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait enchaîner avec son hot take. Alex, tu veux-tu que j'y aille? Vas-y. Julius Randle sera NBA Third Team. Oh! Le fan des Knicks sort de ce corps. Hein. Je Wow! vous laisse Wow! le temps de digérer ça. Euh, Même moi, je suis pas sûr de l'assumer au complet, ce hot take-là. Randall, il roule présentement à 18 points de moyenne. Il y a un storyline autour de Randall depuis qu'il est avec les Knicks. Chaque fois que ça va pas bien, c'est comme si c'était le pire joueur de tous les temps. Chaque fois que ça va bien, on oublie à quel point ça va bien pour Julius Randall. Cette saison, oui, il n'y a pas des pourcentages d'efficacité si intéressants que ça. On parle de 33,9 au field goal, 25,8 à 3 points, 70,1 au lancer franc. Mais il reste quand même qu'il tourne encore à 18 points de moyenne, 4,9 passes, dans les meilleurs, si ce n'est pas le meilleur passeur des Knicks, 10,3 rebonds. Il est streaky, Julius Randle, mais je pense sincèrement qu'il manque juste comme la petite étincelle. En ce moment, ses yeux sont vides. Il manque de caractère, ce gars-là. Puis je pense que le rôle qui lui est assigné présentement, il ne convient pas, mais j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui va être ultra vocal à propos de ça. Il va juste fucking se traîner sur les pieds sur le parquet. Puis c'est ce qu'on voit en ce moment. Puis ça me désole parce que je sais que Julius Randle est capable de plus. Puis je pense qu'il va faire plus cette saison. Par contre, même si je pense qu'il va être NBA 13, j'ai l'impression que si c'est le cas, ça ne sera pas avec un maillot des Knicks à la fin de la saison. Wow! Tu vois qui comme landing spot pour Julius Randle? Je me suis pas rendu jusque-là dans la réflexion pour être 100% honnête, mais j'aurais quand même un fantasme low-key de le voir atterrir chez les Grizzlies. Mais ça fitterait pas du tout comme fit. Mais Non. on dirait que je suis comme, hey, ça serait hot, un genre de Jaren Jackson Jr. qui serait pivot, puis Randall 4. Mais ça, c'est vraiment juste mon fantasme de joueur de 2K. Mais sinon, pour vrai, j'ai pas pensé à ça, mais ce que je pense, c'est que Thibodeau, il va lui donner les responsabilités qu'il veut avoir, puis qu'il a besoin d'avoir. Il va y créer comme son système à lui pour le faire rayonner, puis qu'à ce moment-là, il pourrait être échangé là, avant la trade deadline, trouver une équipe où est-ce que le fit qui aurait été créé comme synthétique avec Tibbs soit véridique cette fois-là puis que ça marche là-bas. Mais tu sais, là, ça, c'est vraiment de la grosse fabulation, mais j'ai l'impression que genre, tu peux pas garder Randall dans ton équipe parce que ultimement, tes fans sont tannés de le voir là. Puis tu es comme à un moment charnière, en fait, je pense,
dans la transition des Knicks. On leur a reproché beaucoup de faire des moves ultra flashy puis de ne pas être patient. Puis dans les dernières années, on a beaucoup applaudi leur patience. Mais là, je pense qu'il est temps qu'on soit un peu moins patient puis qu'on libère en même temps peut-être du cap space là, pour, je sais pas, pour un D. Mitch qui n'est pas content à Cleveland puis qui pourrait peut-être vouloir signer avec les Knicks potentiellement. Puis même, tu sais, de se débarrasser en tant que tel de Randall, ça pourrait être bénéfique pour la production puis la progression aussi de R.J. Barrett, là, qui, en ce début de saison, va beaucoup mieux. Là. Oui, vraiment, c'est sa meilleure saison à date. Fait que, tu sais, s'il continue comme ça, tu peux peut-être avoir lui comme All-Star avec Bronson, puis tu peux vraiment relancer ton projet puis avoir un projet complètement différent parce que Randall n'est plus nécessaire. Là. C'est le point que j'allais emmener justement, c'est est-ce que tu as vraiment besoin d'aller chercher un All-Star comme Donovan Mitchell si tu as au final R.J. Barrett qui s'élève vraiment au potentiel qu'on y avait prédit? Tu sais, Je qui pense devient pas vraiment... non. Je pense pas que c'est nécessaire. Après, tu sais, quand tu regardes les prochains joueurs à signer, puis le cap space qu'il va avoir si, mettons, tu échanges un gars comme Randall, puis que dans le package, mettons, Fournier est inclus, tu libères quand même. Randall, je pense que c'est 27, puis Fournier, c'est 17. Je veux pas dire n'importe quoi, là, mais tu libères quelque chose comme 40 millions. Puis il te reste qui à signer? Il te reste IQ, puis il te reste Grimes qui vont te coûter. IQ risque de te coûter aux alentours de 20. Puis Grimes, il risque de te coûter aux alentours de 11 là, si tu le signes à long terme. Entre 11 et 13 d'après moi. Fait que ça te laisse encore du cap là, pour aller chercher potentiellement un gros joueur. Puis en plus, tu as pu perdre. Après ça, tout le monde est signé pour longtemps. Le Brunson est signé encore, je pense, pour 3 ans. RG est signé encore pour 3 ans. Hart, tu viens de leur signer. Robinson, tu viens de leur signer. DiVincenzo, hey, je suis pas capable de dire son nom. En tout cas, l'autre Duke, tu viens de le signer, je crois que c'est pour 2 ans. Fait que tu es quand même good pour un bon bout. Là. Fait que tu peux te permettre un joueur qui te coûte peut-être un peu plus cher. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible que un trade de Randall, puis comme tu dis, je trouve que c'est une bonne idée de faire un sorte de système synthétique pour que Randall y produise, là. Le mettre dans une position pour s'assurer qu'il produise. Puis tu sais, il a déjà montré que oui, il y a des problèmes de confiance puis d'attitude, mais de voir comment il a performé pendant une saison complète, c'est difficile de produire de même dans une saison complète. Là, on parle d'un joueur streaky quand il n'est pas capable justement de faire une saison complète à ce niveau-là. Lui, il a fait une saison complète où il était All-NBA. Je pense qu'il peut reproduire, cette performance-là, assurément, là, chez les Knicks cette année, puis dans une autre équipe possiblement. Puis je vais aller encore plus loin, les gars. Puis je vais juste relancer mon hot take. Une petite shot plus loin. Je pense que Randall, oui, il finira peut-être pas avec les Knicks, puis oui, je le vois third team, mais je pense qu'il y a un autre Knicks qui pourrait être dans une équipe, pas nécessairement All-NBA, mais une équipe All-Defensive. Puis je pense qu'il faut donner un gros shout-out à Mitchell Robinson parce que en ce moment, il est à 45 rebonds offensifs, je pense. En comparaison, là, les meilleures équipes, il y a 2 équipes au-dessus des Knicks. Puis je pense que c'est les Lakers puis une autre équipe, puis ils ont respectivement 50 puis 48 rebonds offensifs. C'est ridicule à quel point ce gars-là prend des rebonds. Il s'est amélioré en défense, il est encore pourri à l'attaque, là. Mais je pense qu'il pourrait potentiellement être, mettons, All-NBA Defensive Team. Y a-tu 2 Defensive Teams? Je suis plus sûr. Ouais, il y en a deux. Il y a deux Ouais, defensive teams, puis il y a le profil pour. Là. Il y a le profil du gros pivot qui ramasse des rebonds. Il y a un profil parfait pour ce genre d'équipe-là. Là. Mhm. Juste, je ne sais pas à quel point il considère les rebonds offensifs comme dans une All-NBA. Ouais, là, c'est juste parce que j'avais juste cette Ouais. stat-là on top of my head, mais je suis pas sûr qu'au niveau des rebonds défensifs, là, il est dans les meneurs de la ligue. Si c'est pas. Je pense Assurément. aux dernières nouvelles, je vais aller là, j'y vais vraiment avec la spéculation, je suis pas certain, mais aux dernières nouvelles, il y avait juste Ayton qui avait plus de rebonds que lui. OK. Étais-tu prêt, Alex, à enchaîner avec ta hot take? Oui. Préparez-vous. Euh, les T-Wolves ne bougeront pas de piece cette saison. Ils vont Aucun garder trade? aucun trade. Peut-être un mini exemple pour un gars de fond de banc, là, Dans le fond, mais ton hot take, c'est que Kat, il part pas du Minnesota. 4 ne bouge pas. Rudy Gobert ne bougera pas, évidemment.
Puis même Mike Conley, exemple, on aurait pu penser qu'il aurait pu avoir des rumeurs de trade vu qu'il est sur sa dernière année de contrat. Je pense qu'ils bougeront absolument rien, les T-Wolves. Moi, j'ai entendu des rumeurs de Anthony Edwards aux Knicks. Mais non, Mais ça ferait du sens pour vrai. Surtout que là, ça va bien. Fait que, tu sais, c'est quand même pas un si gros hot take s'il continue de rouler comme il roule là. C'est juste que si tu regardes les stats de 4, 4, ça marche pas bien cette année. Là. Je pense qu'il y a 16-17 points de moyenne. ouais, sur pas des grosses efficacités. Tu le vois dans le jeu qu'il ne fit pas à côté de Rudy Gobert. Là. Ouais, puis clairement, c'est l'équipe de Anthony Edwards. Ouais, puis ils sont. Je me souviens plus c'est quoi le net exact, là, mais je sais qu'avec Naz Reid, comparé genre avec 4 sur le jeu, tu prends le même starting 5. Ils sont beaucoup plus positifs avec Naz Reid. Là. Fait que tu sais, à ce moment-là, à quel point c'est vraiment nécessaire d'avoir un centre power forward comme ça, qui est pas vraiment efficace, qui ne fit pas vraiment avec ton centre puis avec ta future philosophie, parce que clairement, c'est plus le franchise, puis c'est Ant, là, qui est complètement exceptionnel. Fait que Est-ce oui. que, est-ce que tu les vois, même si tu penses qu'ils ne traderont pas, où est-ce que tu le verrais atterrir dans un possible trade? Ben, tu vois, moi, c'est là que je continue mon hot take encore plus loin. On le veut pas, Karl Anthony Towns à New York, on le veut pas, Alex. Non, je pense pas qu'il va être tradé. Moi, je pense qu'ils vont le cut, les T-Wolves. Oh! Ben là, ça, c'est ça ton hot take, par exemple. Ben, c'est là que Tabarnak! ça s'est C'est avec évolué, là. ça que tu aurais dû commencer. Ça aurait été un bon hot take. Les Wolves vont cut Karl Anthony Towns. Ouais, mais moi, je pense que, exemple, fin de saison prochaine, là, ils vont probablement le cut Mais pourquoi il le traderait pas? parce qu'il Ouais. n'y a aucune valeur en tant que tel. C'est pas une valeur positive. Un gros contrat comme ça, avec les nouveaux CBA qui rentrent, ça va être impossible à garder sur tes contrats, surtout pour ce qu'ils apportent, puis ce qui est très spécifique, puis qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes, exemple. Tu sais, moi, je verrais bien, oui, les Knicks l'avoir, mais je verrais pas qu'est-ce qu'ils pourraient donner, exemple, pour soit convaincre les T-Wolves de faire le trade, ou eux-mêmes, exemple, ne pas perdre absolument tout. Ils sont quasiment mieux de le cas, d'avoir tout le cap space du monde, exemple, parce il y a McDaniels qui vient de ramasser son extension. Fait que tu sais, tu vas avoir la flexibilité autour de N, t'es peut-être mieux justement d'avoir cette flexibilité-là en cap, signer des bench players, signer la depth pour entourer Ant qui a, il a pas prouvé, mais il a montré des signes que même s'il n'a pas full talent autour de lui, il est capable de porter l'équipe. Là. Fait que moi, j'aimerais bien mieux qu'il cote, exemple, 4 que d'avoir complètement rien en retour, puis il faut qu'il donne des assets pour se débarrasser justement de ce joueur-là. Je ne verrais pas justement perdre encore des assets, en plus qu'ils ont perdu des assets avec Rudy Gobert pour retrouver des 4. Fait que je suis pas mal sûr qu'ils vont plus peut-être aller vers cette direction-là ou le garder pour, pour l'avenir. Tu penses pas qu'ils pourraient faire croire aux Wizards que les Wizards ont besoin de Karl Anthony Towns? Puis ramasser genre, je sais pas, Daniel Gafford. Danny Avdija, du monde de même. Là. C'est des gars qui Bilal sont pas. Koulibaly. Bilal, ben non, ouais, là, ils sont vraiment en cave, là, s'ils trade leur first round. Mais tu sais, je sais pas, un pick, n'importe quoi. Ben Là. non, ça ne tente pas d'avoir un core man de Jordan Poole quand. Non, non, tu touches pas à Jordan Poole. Là. Tu vas pas chercher ce gars-là. Mais à Ben la non, limite, c'est ça le core. à la limite, Kyle Kuzma. Kyle Kuzma à côté de Rudy Gobert, je sais pas. Non, je sais, je comprends totalement, genre, ça serait full intéressant, mais Ah, je pense puis qu'il devrait tellement donner pour justement avoir juste Kyle Kuzma, justement. Je pense qu'il devrait au moins donner 2 first round picks. Fait qu'à ce moment-là, à quel point c'est intéressant, genre, de tu donner penses. 2 first. Quoi? Toi, tu voudrais vraiment Tu pas Karl penses que, Anthony Towns? tu penses que Kyle Je pense vraiment Kuzma, tu penses que Kyle Kuzma, il vaut Karl Anthony Towns puis 2 first picks? Donc, je pense que lui, il voit que Karl Anthony Towns, il vaut fuck all. Ouais, c'est c'est ça. ça. Je pense que c'est surtout ça que je pense qu'il Ben, Je voit. pense vraiment qu'il va falloir. Hey, man, c'est. Tu t'en vas dans 2 ans, là, c'est 50 à 60 millions de salaires qu'il va falloir que tu payes 4. Là. Qui va vouloir payer 4 à 50, 60 millions? Là? Personne. Là. Les Wizards, ils n'ont rien à perdre, ils jouent rien, ils n'ont pas de futur. Ouais, mais c'est justement, genre, si t'es les T-Wolves, tu veux pas garder tes picks, exemple, pour faire d'autres trades au lieu de justement juste de domper Mais 4.
Selon moi, ils n'auront pas besoin de donner des picks pour trader 4 aux Wizards, hein. Je pense pas qu'ils vont avoir besoin, là. Ben, moi, tu vois, je suis pas du même avis que toi, malheureusement, Félix. Je sais pas. Je pense que tu dévalues beaucoup trop 4, là. Je pense pas Ouais, que moi, les T-Wolves ont besoin de nécessairement attacher plein de pics de draft avec 4 pour le trader. Ce gars-là, Ça fait 2 ans et demi qu'il est pas productif, Cap. oui, mais ça fait 2 ans et demi qu'il est dans un système où avant il était la star, puis là il tombe dans un système qui est vraiment pas adapté à lui, là, en passant. Là. Vrai. Puis ça se démontre, puis on l'a vu que en tant que première offensive, en premier joueur offensif, puis tout, c'est pas une équipe qui gagne, mais c'est un joueur qui produit, par exemple, là. C'est pas une équipe qui gagne quand il est première option offensive, mais il produit. Il a été titulaire All-Star de mémoire. Il est très, très, très efficace à l'attaque. Selon moi, ils n'ont pas besoin d'attacher des pics, là. Il y a une équipe qui va mordre à l'hameçon et qui va. J'en suis persuadé, là. c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui croit encore en ce gars-là. Là, je peux pas Ah oui, croire. c'est sûr, là. Je ne peux pas croire, là. Puis l'année passée, c'était pas si terrible que ça, là. C'était pas terrible, mais c'était pas si pire non plus, là. Il n'a pas tourné à 15 points de moyenne l'année passée, là. Tu sais, c'est un gars qui a quand même. Non, non, c'est ça, là. Tu sais, l'année passée, il était à 20,8. L'autre année d'avant, 24,57. L'autre année d'avant, 24,78. L'autre année d'avant, 26,46. Il tourne tout le temps à peu près aux alentours de 24 à. Tu sais, sa pire saison, Avec personne autour. c'est sa saison rookie à 18,33. Oui, avec personne autour, mais il y a des équipes où est-ce qu'il n'y a personne, dont Washington. Même une équipe comme les Hornets pourrait être intéressée. Les Hornets ne sont pas connus pour leurs meilleures décisions, là. Mais à ce C'est moment-là, vrai. faut-tu le mettre avec Mark Williams, qui est un peu un profil un peu plus moderne, mais comme Rudy Gobert, tu vas avoir encore le même problème de fit. À moins que tu le fasses jouer 5 puis que Mark Williams. Tu peux pas faire jouer Mark Williams en 4. Là. Il n'y Ben a non, mais aucun shot de 3 tu peux le points. faire Pis jouer tout. sur le banc, par exemple, là. Avec tout ce qu'il prouve, Mark Williams, il prouve que s'il continue comme ça, sa progression, ça va être un candidat peut-être défenseur de l'année. Là. Qu'est-ce qu'il dit qu'il se ramasse pas au T-Wolves? Ouf! Ouf! Tu vois pas plus, il n'y a pas plus de fit, même 2 gars qui sont capables de shotter ensemble. Ben non, mais tu le payes pas mal moins Tout cher. ça. En Ou tout sinon, les Rockets, là, ils seraient pas intéressés par 4, là. cas. Mais semble, tu switches 4 pour Alperen Sengun, là. C'est pas un truc de même, là. Ben non, tu trades Jabari Smith, même, puis t'as 2 gars qui font exactement la même Non, affaire. Alperin puis Cap. mais je pense pas qu'il serait prêt à donner Jabari Smith. Mais Alperen Sengun, je le verrais partir des Rockets, par exemple. Ah, je pense qu'il est trop important au Rockets, man. Ouais, Mais moi je je pense pense pas qu'il que va c'est tant rester le. dans. Moi, je pense pas qu'il va rester longtemps aux Rockets. C'est pas tant le genre qu'ils veulent avoir là, avec un gars comme Jalen Green, un centre de même, petit comme ça, super offensif, mais pourri défensivement. Je sais pas. Il s'est Moi, amélioré beaucoup cette année en ouais, défense. Ça. il s'est amélioré, là, mais c'est pas fameux non plus. Je sais pas si les Rockets vont vraiment garder Alperen Sengun. En tout cas, si leur intérêt n'est pas de le garder, je ne verrais pas pourquoi il n'y aurait pas d'intérêt pour 4. Là. Ben, Kat, est-ce qu'il est si. Je vais peut-être dire une niaiserie, mais je pense pas qu'il est si meilleur que ça en défense. Non, il n'est pas meilleur que ça, mais il est meilleur à l'attaque, là. Il produit plus à l'attaque qu'Alperen Sengun, là. Même si Alperen Sengun, il est très bon. Là. Mais il y a moins de déchets dans le jeu de Alperen Sengun. Il y a quoi? Il y a moins de déchets dans le jeu d'Alperen Il y a Sengun. moins. Ben, à l'offensive, je suis pas tant sûr. Là. Il t'apporte du playmaking, Alperen Sengun, ce que 4 t'apporte pas. Là. 4 est capable d'apporter. Puis 4, surtout, il va apporter encore plus de spacing, là. Alex, tu as parlé des déchets. Puis ça m'a fait penser à ces joueurs qu'on oublie parfois, qu'on jette comme de vulgaires machins. Un coup qu'on a fini, la ligue est cruelle avec certains joueurs. Il y a des joueurs qui devraient être passés à l'histoire puis qu'on a oubliés. Il y a d'autres joueurs qui passent à l'histoire puis qu'on aurait dû oublier. Fait qu'on on s'est inspiré un peu de la tradition du Gérard d'or de nos cousins de Trash Talk. On est déjà dans la famille, esti, même si on fait à peine ça, en tout cas. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Fait que on a décidé de faire ça en fait, mais sur une. Tu as vu hein, comment j'ai coupé ça, Alex, esti, j'accepterai pas ces hostiliers là sur le podcast.
Fait que, on s'est inspiré un peu de ce concept-là, mais on a été avec vraiment des joueurs qui ont une carrière au complet de Gérard ou ça peut être des gars qui ont travaillé dur et qui ont été oubliés. Ça peut être whatever quoi. Au début, moi, j'en avais un. Puis d'ailleurs, j'ai recommencé à feuilleter le plus grand livre de basketball de l'histoire de Trash Talk. Puis je suis tombé sur l'histoire d'un gars qui s'appelle Gary Souter. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Gary Souter. Pas tout. Félix? Non, OK. non. Il y a souvent des débats sur le GOAT, mais on parle rarement du WOAT. Le worst of all time. Gary Souter, c'est considéré comme étant le pire joueur de tous les temps. Puis sa vie, pour vrai, les gars, là, j'ai lu le truc de Trash Talk, mais après ça, je suis retourné lire. Sa vie, elle est fascinante. On dirait littéralement, je ne peux pas croire que je m'apprête à vous raconter ce que je m'apprête à vous raconter. Ce gars-là, il faut que quelqu'un fasse un film sur sa vie. C'est incroyable. À l'université, il joue pour les Mustangs de Midwestern State University pendant 3 saisons, après avoir au préalable été étudiant à l'Université du Nouveau-Mexique, d'où il a été échangé pour différentes raisons dont je vais vous reparler un petit peu plus tard. Il a joué une saison en NBA avec les Cavaliers. Il a joué 14 minutes dans toute la saison. Un average de 1,4 points par match. C'est un grand centre de 2,6 m. Le 13 décembre 1970, il bat son record de points en un match avec 6 points. 7 jours plus tard, il bat son record de passes décisives en un match avec une passe. Il va jouer seulement 30 matchs avec les Cavaliers, mais pendant ces 30 matchs-là, il va complètement marquer l'histoire de la NBA comme étant le absolute worst of all time. Entre autres, pendant un match, il va voir le coach de l'équipe adverse puis demande si celui-ci ne chercherait pas un joueur qui aurait à peu près son profil. Il bloque la descente de l'avion de l'équipe parce qu'il est coincé dans les toilettes de celle-ci. Quelques jours plus tard, il ne rejoint pas ses coéquipiers sur le terrain parce qu'il s'est enfermé dans le vestiaire à la mi-temps. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va se reproduire plusieurs fois apparemment avec Gary Souters. Je vous rappelle qu'il a joué 30 matchs dans la NBA. Le gars, il a réussi plusieurs fois en 30 matchs à s'enfermer dans le vestiaire à la mi-temps. C'est fascinant. Le match suivant, après la première fois, après s'être enfermé dans le vestiaire, il est indisponible parce qu'il est blessé. Alex, est-ce que tu sais quelle est la cause de la blessure de Gary Souters? Il a glissé dans la douche. Les Man, bras pleins de savon. c'est quasiment ça. Il s'est blessé, il s'est évanoui après s'être cogné la tête dans une porte de sa chambre d'hôtel. Le gars, OK, mais ça c'est juste comme du classique Gary. Là, on embarque dans le nasty Gary stuff, OK? Il appelle le front office de son équipe en se faisant passer pour un fan qui demande que Gary Souter joue plus de minutes par match. C'est juste ça, OK, ça serait assez incroyable en soi, mais il va plus loin. Il va se présenter dans un salon funéraire où il va rencontrer le directeur du salon funéraire. Il va lui raconter qu'il est un membre endeuillé d'une famille ayant perdu un proche. Puis tout ça dans le but, en fait, d'emprunter un téléphone pour, et vous l'aurez deviné, appeler encore des front office, mais pas les front office de son équipe cette fois-là. Il va appeler les front office de chaque équipe de la ligue pour savoir s'il n'y aurait pas besoin de lui. Le propriétaire du salon funéraire, il va retrouver le coupable de ça, donc Gary Souters. Il va l'associer aux Cavaliers et il va charger une facture de longue distance aux Cavaliers pour les appels qu'il a fait aux autres équipes. Il est tellement détesté par ses coéquipiers que son coach instaure une règle qui consiste au fait que celui qui va perdre le plus de ballons pendant un match va devoir faire colocation avec Gary lors du prochain match sur la route. Pendant... Mais tout ça se cumule en fait un soir où est-ce que l'équipe est remplie de blessures. Fait que le coach n'a pas le choix de titulariser Gary Souters. Sauf qu'avant le début du match, personne ne le retrouve. Fait que tout le monde cherche. Est-ce que c'est le dernier pivot de l'équipe? Jusqu'à ce qu'un membre du personnel le voit en uniforme, donc avec son jersey, ses culottes, devant un stand de hot dog de l'amphithéâtre où il est en train de boire une bière en mangeant un roteux. Puis ça, c'est là où est-ce que l'équipe s'est dit, là, c'est assez. Tu sais. Mais
tabarnak, Ils se l'ont juste dit là. ils s'en ont pas rendu compte avant, me semble que c'était assez. Puis là, tu te dis, bon, l'équipe a décidé de le clairer, c'est fini son histoire. Mais non, c'est pas fini parce qu'il doit aller chercher son dernier chèque. Mais avant de le faire, il apprend que les joueurs mariés reçoivent des plus grosses allocations lorsqu'ils se déplacent. Fait que Gary Souters, quelle idée de génie il a, c'est de se présenter sur place avec une prostituée à qui il a donné 50$ pour qu'elle se fasse passer pour sa femme. Il se fait pogner par le coach, puis là il se fait crisser en dehors de l'aréna. Là, c'est vraiment assez. Mais si seulement l'histoire de Gary Souter arrêtait à la NBA, ça serait tellement plate. Parce que Gary Souters, il est aussi connu pour ses problèmes de gambling. C'est d'ailleurs c'est d'ailleurs la raison du pourquoi, en fait, il avait été transféré à l'époque universitaire. C'est parce qu'il avait été aperçu en train de miser le veston de cuir qu'il avait volé la veille au coach de football de l'école. C'est un génie. Puis, d'ailleurs, on dit tout le temps les génies ont des passions bizarres. Gary Souter, il était connu à l'époque pour sa collection de boîtes de pizza. Puis là, ça résume l'ensemble de sa carrière de basket, mais à la suite de cette carrière-là, il a pris sa retraite. Il s'est fait arrêter après avoir shoplift pour à peu près 175$. On ne sait pas si c'est de bouffe, de linge, whatever. 175$, il se fait pogner. Il est censé faire de la petite prison, sauf que les petites prisons sont trop crowdées, genre à ce moment-là aux États-Unis. Fait qu'il l'envoie à la prison du Nouveau-Mexique. 8 jours avant un émeute majeur qui est encore à ce jour un émeute connu au travers des États-Unis apparemment. Puis pendant cette émeute-là, il va se faire battre, entre autres, à coups de tuyaux de métal. Il va survivre à cet assaut, puis il va utiliser celle-ci pour poursuivre l'État du New Mexico en disant que, dans le fond, il n'y avait pas une bonne protection des inmates ou whatever. Bref, il réussit à ramasser un bon montant d'argent, mais ça ne va pas, encore une fois, arrêter Gary Souter. Il va continuer de gambler. Il va gagner son procès, il va gagner de l'argent, il va continuer de gambler, puis visiblement, ça ne collera pas dans les mains parce qu'il va encore une fois se remettre dans le trouble. En 1981, si je ne m'abuse, il se fait il se fait pointer une arme à feu. Parce qu'il y a des bijoux sur lui, whatever quoi, puis il y a des dettes de jeu. Fait que c'est pas très clair cette partie-là de l'histoire, mais il se fait pointer un gun dessus. À partir de ce moment-là où est-ce que tu t'es fait pointer un gun dessus, tu devrais dire que tu n'es pas bon aux cartes, que tu n'es pas bon au gambling, puis tu vas rester chez vous. Mais Gary Souter, classique Gary, il va continuer de gambler jusqu'au 23 octobre 1982. Journée à laquelle Gary Souter est retrouvé morte, en fait, est retrouvé mort, pardon. En fait, encore une fois, à cause d'une dette de jeu. Du début à la fin, Gary Souter va avoir été très Gary Souteresque. Puis il va avoir un destin qui est à la hauteur du personnage qu'il aurait été tout au long de sa vie. Insane. C'est une excellente histoire. Ouais. En tout cas, c'est clair qu'il ne sera plus oublié jamais dans cette conversation-là, Gary Souter, c'est sûr. Ben, moi, quand j'entends Gary Souter, j'entends Garalex Boucher Souter. Vous autres, vos Veux-tu y aller, Gérards. Alex? Non, je vais te laisser y aller, Félix. OK, parfait. Moi, j'ai choisi Sean Livingston. Bon, c'est beaucoup moins flamboyant que toi, là, Maxime, là, l'histoire de Sean Livingston. Sean Livingston, c'est un garçon qui grandit dans l'État de l'Illinois aux États-Unis. Rapidement, au basket, en fait, au high school, il se fait repérer comme étant un joueur avec un style assez impressionnant. Au final, il rentre en NBA à 19 ans. C'est un point guard de 6 pieds 7. Un excellent passeur avec un bon tir mi-distance. Un profil très impressionnant. Là. Il est très long, mais en même temps, il est très fin. Il a des muscles très, très maigres. Il arrive en NBA repêché 4e à la draft de 2004 par les Clippers. Donc, il est drafté tout de suite après Dwight Howard, Emeka Okafor puis Ben Gordon. Donc, un point guard de 6 pieds 7, sa particularité, c'est qu'il joue au poste. Il va prendre ses adversaires avec sa grandeur
il va souvent affronter des point guards plus petits, puis il va les affronter au poste, dos au panier. Il ne prend pas pratiquement de tir de 3 points. J'ai vérifié. Son record de tir de 3 points en un match, c'est 2 tentés, puis 2 réussis. Fait que vraiment, c'est un joueur très peu moderne. En 2004, 2005, 2006, 2007, ça passait. Donc, ces 3 premières saisons aux Clippers, il tourne à 9 points, 5 rebonds, 5 passes, 3 rebonds, 1 interception, 2 interceptions. C'est un joueur très spectaculaire dans sa façon de bouger, de dribbler. Un joueur très des années 2000. Là. Beaucoup de dribbles, des dunks, des lay-ups. Donc, aux Clippers, il commence à s'installer vraiment comme un futur espoir puis un joueur à développer. Sauf que le 26 février 2007, début de match contre les Bobcats, j'ai regardé la vidéo, là, c'est vraiment pas une belle vidéo à voir. Il part en fast break après une interception. Il fait un lay-up, puis il retombe mal sur sa jambe gauche. Puis pour vrai, sa jambe explose. On parle d'une déchirure du ACL, MCL, puis PCL. Donc, 3 de ces 4 ligaments dans la jambe. Dislocation de la rotule, puis dislocation de la jointure entre le fémur puis le tibia. Donc, vraiment, là, c'est la totale. Là. Si vous voulez regarder les photos, là, son genou, là, c'est dégueulasse. Là. On dirait une boule d'accumulation de morceaux d'os. C'est vraiment pas beau à voir. Là. Fait que T'allais dire de quoi? j'imagine que le gars, il a eu un beau restant de carrière. Ouais, exactement, exactement. J'en viens à ça, en fait, mais c'est une belle histoire pour vrai. Pendant sa convalescence, en fait, dans les premiers moments de sa blessure, les docteurs ils ont même envisagé une amputation de la jambe tellement que c'était grave. Là. On comparait ça aux pires accidents de ski. On comparait ça aux pires accidents de personnes qui descendent une pente de 200 à 200 km/h. Ouais. C'est fou, là, pour un gars qui courait sur un terrain de basket, là. C'est incroyable. Lui, il dit que le ressentiment, j'ai écouté son podcast, puis il dit que le ressentiment que ça avait fait quand c'est arrivé, il comparait ça à un accident de char. Il avait l'impression qu'il s'était fait rentrer dedans par un char. Là. Donc, évidemment, il rate la saison 2007-2008 au complet. Et les Clippers n'ont pas renoué son contrat. Puis c'est là que Sean Livingston arrive à un point de sa carrière où il n'a pas le choix de changer de style de jeu. Avant, c'était un meneur qui drivait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très spectaculaire, comme je disais, beaucoup de dribbles, des spin moves, des dunks. Mais là, il a une jambe complètement en compote, il n'a pas le choix. Donc, il devient un vrai spécialiste du playmaking et du tir à mi-distance. Vraiment, là, il y a des highlights de 5-6 minutes de Sean Livingston qui prend des tirs à mi-distance. C'est incroyable. Entre 2008 et 2013, il va tenter un retour dans la NBA. Il va enchaîner le Heat, les 66ers, l'équipe de D-League des 76ers, le Thunder, les Wizards, les Bobcats, les Bucks. Il va retourner aux Wizards. Il fallait vraiment que ça tente. Puis, il va aller aux Cavaliers. Fait qu'il a vraiment fait plusieurs équipes. Il s'est fait couper. Il a signé des contrats. Il a fini des saisons qu'il ne voulait plus continuer pour l'équipe. Il a changé d'équipe. Il a vraiment tout fait. Il a eu d'autres blessures aux genoux. Mais en 2013-2014, il signe un contrat aux Nets comme backup de Deron Williams. Et rapidement, il fait ses preuves avec les Nets. Ça va plutôt bien. Pas trop de blessures. Puis avec la blessure de Brook Lopez, il obtient un poste de titulaire avec les Nets. Puis il va finir la saison là. Il va jouer au total 76 matchs, qui va être son record de match. C'est quand même vraiment bas pour un gars qui avait plus de genoux. Il va faire. Excuse-moi de t'interrompre, il prend la place de Brook Lopez. Fait qu'il Dans le change. fond, ce que j'en comprends, c'est qu'ils ont descendu leur power forward centre, descendu leur small forward power forward, descendu leur guard small forward, puis ils ont rentré Sean Livingston comme shooting guard, dans le fond. OK. Ouais, il n'a pas joué centre, là. C'est pas ça. Puis dans cette saison-là, il va tourner à 8 points, 3 assists, 1 steal. Encore là, c'est une bonne saison. Assez pour lui décrocher un contrat de 3 ans à 16 millions avec les Warriors. Donc, les Warriors, en 2014-2015, ils n'ont pas encore de titre. Mais si vous suivez bien l'histoire, vous comprenez que c'est là que Sean Livingston va jouer son meilleur basketball. Il va devenir un gestionnaire du banc des Warriors, qui d'ailleurs va être reconnu pour son banc, les Warriors. Là. Vraiment, leur profondeur était ce qui était reconnu en 2014-2015. Et il va ramasser le titre de 2014-2015 avec ces Warriors-là. Entre autres, il va planter un game 1 à 20 points contre les Cavaliers.
Donc, il ramasse cette bague-là. 2015-2016, il ramasse aussi une bague. Non, cette année-là, il perd contre les Cavaliers, désolé. Mais en 2016-2017, ils font la fameuse, la fameuse victoire contre les Cavaliers, puis ils vont chercher une autre bague. Après 2017, il signe un nouveau contrat avec les Warriors où il va chercher une autre bague. Donc là, il est rendu à 3 bagues. Puis finalement, après les saisons, il va malheureusement se faire couper en 2019. Et il va prendre sa retraite dans la foulée, malheureusement. Il va gagner une autre bague l'année d'après avec les Warriors de 2021, de mémoire, en étant un exécutif, donc dans la gestion de l'équipe. Mais au final, je trouvais que c'est un joueur qu'on ne parle pas souvent, Sean Livingston, parce qu'on le voit souvent comme un banc. Puis, tu sais, c'est un joueur qui ne prenait pas beaucoup de 3 points. Mais quand on prend le temps de s'intéresser à ses highlights, c'est un joueur extraordinaire. Là. Pour vrai, il est vraiment divertissant. Un profil comme on en a peu vu dans la NBA. Pour vrai, les seuls joueurs qui me font penser à ce style-là, c'est Magic Johnson puis Penny Hardaway. Ensuite, c'est très intéressant de se pencher parce que sa blessure, c'est la seule personne à être revenue d'une blessure comme ça. Là. Pour vrai, c'est une des pires blessures de l'histoire de la NBA. De loin, à part de ça. Là. Puis au final, il a réussi à devenir un joueur avec du succès en NBA, puis à récolter 4 championnats. Donc, c'est vraiment intéressant, je trouve, de voir que ce gars-là, il s'est blessé très trop dans sa carrière. Puis au final, quand il a eu du succès, c'est dans les toutes dernières années de sa carrière. Donc, je voulais juste vous partager l'histoire de Sean Livingston, qui est un joueur pour moi que j'apprécie profondément. Let's go! D-Rose, Championship cette année. Avec les Grizzlies, c'est bien parti, lâche pas mon homme. Alex Delembo Booch. Ben, moi, je vais parler, écoute, d'un joueur drafté en 2005, 17e overall aux Pacers, Danny Granger. C'est vraiment un joueur qui a été très impressionnant quand il était jeune. Parce que à 25 ans et moins, il est dans un club très exclusif, dans le club des joueurs ayant fait 25,8 points, puis 40% 3 points. Il y a seulement 3 autres joueurs qui ont fait ça, Paul Pierce, Vince Carter, puis Kevin Durant. Quand même un club assez exclusif. Puis dans son pic, justement, à 25 ans, il y a quand même des stats très exceptionnelles, on peut le dire. Là. Il y a 25,8 points, 5,1 rebonds, 2,7 assists, 1 steal, puis 1,4 blocs, avec 40% de 3 points, puis 45 de field goal. Cette année-là, il est All-Star en plus d'être Most Improved Player. Ça, c'est la saison 2008-2009. Il est vraiment, tu sais, c'est la première option d'une équipe. C'est pas une équipe qui va loin, c'est une équipe qui bûche vraiment beaucoup, qui sont pas capables de justement de se rendre en playoff. Ils sont même pas capables d'avoir plus que 38 wins pendant ces saisons-là, mais il est vraiment lui tout seul, il est vraiment super productif, là, vraiment. Là, il est excellent. Puis après ça, justement, il y a Paul George qui arrive dans la foulée puis tout. Puis en 2010, ses blessures commencent, malheureusement. Puis sa production avec ça, ses blessures au genou. Puis avec ça, sa production commence à descendre. 2009-2010, on est à 24,1 points. 2010-2011, 20,5 points. Puis après ça, en 2011-2012, 18,7 points. T'sais, il commence tranquillement, pas vite à baisser sa production, justement, avec ses blessures récurrentes au genou. Puis en 2012-2013, malheureusement, il est out pour la saison. Il se fait au genou, il y a une tendinite rotulienne au genou gauche. Il, il manque les 30 premiers matchs. Il joue 5 games, puis après ça, il y a de l'inflammation dans son tendon rotulien. Fait qu'il n'est pas capable de finir la saison. Il est complètement out. Puis après ça, tu sais, lui, il était connu beaucoup pour attaquer, puis c'était vraiment un score, un go-get bucket. Fait que, tu sais, il était excellent pour ça, puis, tu sais, il était quand même assez explosif par rapport à sa taille. Puis avec cette blessure-là au genou, il était vraiment plus le même. Là. Il était plus capable de faire il était plus capable de drive au panier, de faire des dunks. Il était pas capable d'avoir l'avantage sur son gars. Fait qu'après ça, il enchaîne une fois qu'il est aux Pacers, les Pacers commençaient justement à être plus performants avec Paul George puis tout. Puis malheureusement, ils ont laissé aller Danny Granger. Ils l'ont tradé aux Sixers pour Evan Turner, puis un autre gars que je me souviens plus malheureusement du nom. Après ça, une fois qu'il est aux Sixers, il change pour les Clippers, le Heat, il bouge beaucoup. Puis
lorsqu'il se fait trader, par contre, on va lui donner le succès qu'il avait. On se rend compte vraiment que les Pacers, aussitôt qu'il est tradé des Pacers, les Pacers commencent vraiment à chuter drastiquement, puis à être beaucoup moins performants en playoff et en saison régulière. C'est là qu'on se rend vraiment compte que quand ils ont tradé Danny Granger, ils ont vraiment tradé le leader de ce groupe-là qui se rendait aussi loin, là. Euh, Puis en plus, tu sais, ton meilleur joueur en ce temps-là avec les Pacers, c'était Paul George. Puis Paul George le considérait justement comme son grand frère qui le conseillait. Il était tout le temps là pour lui. Il était là pour le conseiller, pour vraiment être là pour lui. Puis vraiment, tu sais, l'aider dans son processus de devenir un leader lui aussi, là, vu qu'il avait déjà le talent. Fait que malheureusement, en 2015, c'est sa dernière saison. Il sort de la ligue vu ses blessures récurrentes au jeu. Pam, 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 pouin. Fait que lui, il a pas rebondi comme le chum à Félix. Non, Non, pas comme Sean Livingston, malheureusement. non. Mais Danny Granger, en passant, là, c'était un des meilleurs joueurs à 2K qui ont sorti, des cartes qui ont sorti à My Team dans les dernières années, là. C'est un joueur qui était extrêmement fort à 2K, là. Ça m'a fait penser à ça. C'est pour ça que c'est comme ça que moi, je l'ai découvert, en fait, Danny Granger, surtout, là. Je connaissais de nom, puis j'ai découvert Mais qu'il était fort comme ça. tu veux dire que le joueur était vraiment fort ou le joueur, quand il jouait à 2K, c'était un bon joueur de Non, 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 2K? le joueur dans 2K, là. Genre, OK. la carte qui sortait, là, était vraiment, vraiment, vraiment forte. Puis c'est comme ça que moi, je l'ai connu, en fait, Danny Granger, là. Puis il a tout le temps eu les meilleures cartes à 2K. Aïe, aïe, aïe. Mais au travers, en même temps, de Shaq qui est capable de tirer à 99 aux 3 points, je sais pas à quel point les cartes de 2K, ça vaut, là. Ouais, ils ont pas, effectivement, ils n'ont pas de crédibilité, mais c'est quand même intéressant de voir que c'était un joueur aussi dominant, mais en vraie vie aussi, là, c'est un joueur. C'est vraiment dommage, en fait, qu'il n'ait pas pu construire quelque chose avec lui et Paul George, les Mhm. deux dans leur prime, là. Ça aurait pu être vraiment intéressant avec Roy et Ouais, Burke. c'est ça. Ça aurait pu être une équipe super compétitive. Il l'était déjà, fait que, tu sais, en plus de rajouter un gars qui est capable de faire 20 à 25 points de plus, tu rajoutes ça dans Exactement. une équipe là, que, si je ne me trompe pas, ils ont une finale de conférence. Ben, je pense qu'ils vont, de mémoire, ils vont en 7 contre le Heat de LeBron. Je m'en rappelle plus si c'est en finale de conférence ou en deuxième ronde. Mais si tu ajoutes un Danny Granger à son prime, je pense qu'ils C'est ont leur chance absolument, là. ben, c'est ça, là. Mm. Super intéressant, les gars, pour vrai, man. Ça, c'est une chronique que je serais down qu'on refasse. Oui, absolument. Ouais, moi Oui. aussi, là, clairement. En tout cas, on verra à quel point. On verra comment ça s'organisera, mais pour vrai, je trouve que ça vaut la peine des fois de revenir sur certaines carrières qui ont été oubliées. Puis même si c'est pas ultra flamboyant, là, tu sais, je veux dire, Alex, c'est arrivé vraiment avec de quoi de plus méthodique, là. Dans le sens que, tu sais, Félix puis moi, on avait les deux quelque chose qui arrivait avec une suite incroyable, là. Tu sais, Félix, ça pouvait être un film. Moi, je pense aussi que Gary Souter, ça pouvait être un film. Mais même quelque chose de ultra pragmatique comme ça, c'est intéressant de juste penser, ça en devient quasiment à faire des what if, là, justement, là. Fait Ouais, que, ouais, puis je trouve que ça rentre vraiment dans le thème d'un joueur oublié. Tu sais, quand ils ont même pas une histoire si passionnante qu'on en oublie à quel point il était bon puis à quel point il était important pour leurs mhm, équipes, là. Ben, tu ouais. sais, qu'un joueur déjà là en partant soit comparé à Kevin Durant, Paul Pierce puis Vince Carter, tu sais, c'est pas tout le monde qui est comparé à Ouais, des gars exact. qui étaient des franchise players là, à leur prime. Alex, Alex, Oui. un autre gars qui est comparé à Kevin Durant, là, c'est Victor Wembanyama, man. Hey, les gars, avant qu'on termine ça, les matchs que vous avez le plus hâte de voir cette semaine, ça serait quoi? Personnellement, Knicks Hawks demain, donc mercredi le 15 novembre, juste pour pouvoir mettre mon jersey des Knicks puis faire 1, 2, 3, Hawk, Trae Young, 1, 2, 3. Vous autres, ça serait quoi? Vas-y, Alex. Ben, moi, c'est le 21 novembre. C'est une game Raptors Orlando Magic dans le In-Season Tournament. J'ai hâte de voir justement Banchero contre Pascal Siakam. Même si Siakam n'a pas un bon début de saison, il est quand même reconnu pour être très bon défensivement. Fait que j'ai hâte de voir dans un match plus compétitif comment Banchero va réagir avec la défense de Siakam. Moi aussi, c'est demain, c'est l'affrontement Celtics-Sixers. Donc, les deux mastodontes de la conférence Est, là. J'ai bien hâte de voir justement comment Tyrese Maxey va répondre puis va réagir à de la confrontation. Let's go. Puis Alex, tu as effleuré le sujet. Qu'est-ce que vous pensez à date du play-in, ben pas play-in, mais in-season tournament?
trouve que le placement dans la saison, il est très bizarre. Exactement. De commencer ça. Je Je sais pense C'était pas. comme mélangé avec les games de la saison, si je me trompe pas. Là. Fait que ouais, c'est comme c'est bizarre. Ils ont fait des groupes. Moi, je pensais que ça allait être vraiment comme un tournoi classique, là, tu sais, toutes des rounds, puis après ça, tu parles à la game, c'est fini, puis tout en un match. Fait que j'aurais trouvé ça peut-être plus intéressant, puis moins exigeant aussi pour les joueurs. Là. moi, honnêtement, d'une part, je pense que le placement est fait pour que ça soit il y avait beaucoup de gens qui disaient moi, je commence à écouter la NBA au Christmas game. Je pense que c'était comme d'essayer de rendre les fans de basket un peu plus enthousiastes dès le début de la saison. Ça serait ce que j'aurais à dire par rapport au placement. Pour ce qui est du in-season tournament tout court, ce que j'aime beaucoup avec le fait de mettre les matchs dans la saison régulière, c'est que les points comptent dans le classement. Fait que ça fait des cas où est-ce qu'une équipe mène 20 points d'avance, mais c'est qui d'ailleurs qui a pris un shot à la dernière seconde, un shot de 3 points, puis l'autre équipe était mad, mais il a dit tu sais, c'est le in-season tournament, là, tous les points comptent. Genre, même s'il reste une seconde à la fin du match puis que je gagne par 15 points, je vais essayer de sink le 3 points. Tu sais. Ouais, je m'en rappelle plus c'est qui, mais moi tout, je l'ai vu passer, là. Fait qu'en tout cas, moi, ça, je trouve ça intéressant pour ça de mettre ça dans la saison. Mais je suis capable de comprendre, par exemple, que c'est pas un tournoi conventionnel ou classique. Là. J'aurais aussi aimé ça, là. Je sais qu'ils ont séparé ça en conférences Est puis Ouest, mais j'aurais aimé ça voir des divisions vraiment mélangées. Ouais. Les conférences, tu sais, une conférence Ouais, avec des équipes de l'Est puis de l'Ouest. Mais je comprends que c'est un Moi, souci de voyagement. moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est le ballon. Parce que le ballon, on le perd un peu devant les terrains tout rouges puis orange. Puis ça, Ouais. ça, je trouve que. Puis si je comprends l'intention encore là une fois, c'est, tu sais, ils disent qu'ils veulent séparer la saison régulière du play-in. J'arrête pas d'appeler ça le play-in, mais du in-season. Mais tabarouette, C'est pas là. une raison pour que les courts soient fucking laids, là. Il y a une raison ouais. du pourquoi on fait. Mais tu sais, c'est flashy, mais t'écoutes pas ces matchs-là. Là, ça donne mal au cœur. Genre. Il y a une raison du pourquoi on fait les choses d'une certaine manière depuis des années. Puis ton idée est bonne, Adam Silver, là, mais une Vraiment, greffe. les courts qui auraient pu mettre juste des stickers in-season tournament ou juste une petite modification, mais pas besoin de nous péter ça dans la face, rouge et bleu et vert, là, comme Juste un arbre de Noël, là. change les jerseys. Là. Change Ouais, les ou change jerseys. les jerseys, puis mets des stickers in-season tournament sur le court, puis juste pour dire, puis c'est terminé, là. Ah, en tout Moi, je vais quand même revenir sur mon idée justement par rapport au tournoi. Je ferai un peu comme au soccer, là, vraiment une trêve pendant ce temps-là, justement, que tu fais juste du in-season tournament. Comme ça, tu sais, Ouais, tu pourrais vraiment tu sais, te concentrer là-dessus, puis pas genre être tout mélangé par rapport c'est une game de saison régulière, c'est une game d'in-season. Tu sais, en même temps, avec le format que je proposais tantôt, justement, mettons, avec vraiment comme un tournoi avec des braquettes, puis tu commences à avancer dans le tournoi, tu pourrais vraiment mélanger toutes les équipes de la NBA, puis vraiment avoir un bordel, là, puis vraiment que ça soit complètement moi, imprévisible, puis je serais 100% down avec ça. Mais l'affaire, c'est que si tu fais ça, tu n'as pas le choix. Dans un contexte où est-ce que tu reproches déjà aux joueurs et aux équipes de faire du load management, tu n'as pas le choix de réduire la saison. Tu n'as pas ben, le choix. pas nécessairement. Tu as des équipes qui joueraient justement plus le long run, puis qui joueraient la saison régulière, puis d'autres équipes qui sont peut-être exemple, je sais pas, les Clippers, ils pourraient jouer le in-season tournament au fond, pour être sûr de pouvoir reposer, par exemple, pendant la saison régulière parce qu'ils n'ont pas confiance à leurs moyens. Puis ils pourraient tout mettre sur le in-season tournament, puis ça pourrait donner vraiment des matchs très intéressants. C'est une équipe comme le Rocket qui ne sait pas nécessairement à quel point ils vont pouvoir être constants pendant la saison, pourrait vraiment maximiser leur effort pendant le in-season tournament pour vraiment être plus compétitif là, puis avoir une place en play-off. puis Ouais, là, pour tous les joueurs qui proclament que la NBA, c'est la meilleure ligue au monde, ça pourrait faire un peu une genre de Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde Par de la exemple, NBA, genre avec vraiment un format de pool, puis tout. rendu Non, là, tu pourrais avoir une intégrons. bannière avec peut-être le in-season tournament futurement, là, je sais pas. On Là. parle beaucoup du in-season, mais je pense que si on veut que le in-season, puis là, je vais combiner vos deux idées. Là. Si on veut que le in-season ait une valeur, je pense qu'il faut qu'il y ait un titre qui est associé à ça. Puis si on est pour le faire Il y comme a un tu avantage dis, ben pas concret. Là. nécessairement un avantage. Si on est pour le faire comme tu dis, Alex, moi je suis 100% down, mais qu'on ajoute quelques équipes européennes, mettons. Ça Là, il y a. serait,
C'est vrai que ça serait une bonne idée. Là, il y Après, aurait, il y oui, aurait ça une ferait drôle. raison du pourquoi tu veux challenger, puis pourquoi tu veux prendre un break dans ta saison, puis pourquoi certains joueurs seraient prêts à jouer 90 matchs. Mettons, tu te dis, regarde, on prend pour le in-season, c'est les 6 meilleures équipes de la Ligue l'année dernière versus 6 équipes européennes, genre, puis on met ça, man. Puis là, tu pourrais commencer à jaser, tant qu'à moi. Mais sinon, à l'inverse, tu pourrais prendre juste les équipes du bas de classement, exemple, puis vraiment comme. Ouais, tu mais manques là, tout. l'honneur, tu vas pas faire jouer tes pires joueurs de la Ligue contre tes meilleurs d'une autre Ligue, là. Ouais, non, justement. Ben, j'avais juste trouvé ça intéressant, par exemple, pour une équipe, exemple, qui est en rebuild, comme exemple les Ouais, Spurs cette année. Il pourrait vraiment tu sais, voir tout le potentiel de Wembanyama quand il y a le plus de pression sur lui, puis vraiment voir comment une équipe deal avec ça, là. Puis ouais, des je fois, ça comprends ton pourrait idée. aider par rapport au projet, là. Je comprends, tu sais, que c'est peut-être que les Européens prendraient ça comme une insulte, mais moi, je trouverais pas ça comme une insulte. Je trouverais ça vraiment Ah, intéressant. Tu je pourrais avoir pense des pas équipes que. qui. Je pense pas que Des les équipes. Européens verraient ça comme une insulte. Je pense plus que les Américains seraient comme yo, moi je veux. Moi, je suis dans la meilleure équipe, je veux compétitionner. Je pense que c'est ça qui manque à la NBA, là, c'est d'avoir de la compétition européenne parce que, on va se le dire, les meilleurs joueurs en ce moment sont européens. Puis ils disent en plus que le championnat européen est plus compétitif que la NBA. Fait qu'en tout cas, moi, je pense qu'il y a beaucoup de trucs à penser par rapport à ce tournoi-là. J'étais juste curieux d'avoir votre take. Est-ce que ça fait que vous écoutiez plus les matchs? Dites-nous ça dans les commentaires là, aux 25 personnes qui nous écouteront. En attendant, hein, les gars, on se dit à la semaine prochaine. Toujours un plaisir de parler basket avec vous. À la maison, Plaisir partagé. vous avez écouté le podcast Triple